on m'a demandé donc de faire un atelier sur qu'est-ce que l'écologie politique. Alors, j'avoue que j'étais un petit peu embêté parce que je ne savais pas très bien ce que vous attendiez et quel est le niveau de chacun et chacune. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez complet. Attendez, je vais tout de suite enlever ma montre pour faire gaffe à l'heure, parce que sinon, dans une heure, on y est encore. J'ai fait quelque chose d'assez complet. Bon, ceci étant, il y aura quand même des trous, parce que sinon, j'y passerai effectivement plus d'une heure. Donc, vous choquez pas si, quand je vais citer des choses, vous vous dites « Ah, mais elle a oublié ça !» Bon, après, il y aura une partie échange, hein, donc chacun pourra aider. Bon, moins le vent. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'écologie politique? Je crois que la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas confondre écologie scientifique et écologie politique. Parce que l'écologie, c'est une science. On a trop tendance à l'oublier. Hein, c'est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que les rapports de ces êtres avec le milieu, ou les milieux. Hein. Donc, c'est une science, comme on disait à mon époque, ça fait partie des sciences de la nature. Donc voilà, donc ça c'est un premier aspect. Ensuite, à partir, effectivement, notamment les personnes qui ont travaillé dans tout ce qui était écologie scientifique, ça a souvent donné des personnes qui ensuite se sont mobilisées pour l'environnement. Mais je dis bien pour l'environnement. Être environnementaliste, c'est-à-dire défendre l'environnement, ce n'est pas être écologiste. J'y viendrai après. On peut très bien défendre l'environnement, c'est-à-dire le fait, je sais pas, moi, d'avoir des parcs, d'avoir de la verdure, y compris de faire du tri sélectif et ainsi de suite, et ne pas être écolo pour autant. Hein, on peut être de droite et défendre le fait qu'il y ait des espaces verts, le fait qu'on fasse du vélo, puisque maintenant c'est le truc à la mode, un peu passe-partout. Non, mais c'est pas que je critique, mais je veux dire c'est que maintenant souvent on réduit l'écologie à faire du vélo, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas la même chose. Alors il y a eu au niveau, si on prend la France, il y a eu effectivement des lois de protection de l'environnement qui ont été menées, y compris par des gouvernements de droite. La première loi sur l'environnement date de 1906. Donc vous voyez qu'à l'époque on ne parlait pas d'écologie, qu'il y a la loi sur les sites naturels. On a ensuite, en 1957, la loi sur les réserves naturelles. Donc vous voyez, c'est encore sous la droite. 1967, la loi sur les parcs naturels. Et 1976, la loi sur la protection de la nature. Donc vous voyez que ce n'est pas des lois qui sont portées par des écologistes, mais qui sont portées par des gens qui commencent à se dire qu'il faut un peu défendre l'environnement. Alors, un peu d'histoire sur l'écologie. Bon, il y a beaucoup de penseurs de l'écologie, à différents niveaux. Bon, je vais vous en citer un certain nombre, je suppose que vous en aurez d'autres, et je ne cite pas les actuels, parce que là, maintenant, il y en a beaucoup. Hein, je ne parle des plus anciens. Alors d'abord, si on essaie de regrouper par courant, bon, avec toutes les limites, hein, forcément, il y a déjà un courant libertaire très fort. Il faut bien reconnaître que les libertaires ont souvent été plus préoccupés. Ah ben vous voyez, voilà l'écologie scientifique, une superbe libellule. Voilà. Les libertaires ont souvent été plus préoccupés des questions d'environnement que les marxistes, j'y reviendrai. Donc un des premiers, décidément tout se ligue, un des premiers qu'on a coutume de citer pour ce qui est de l'écologie, c'est Élisée Reclus. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler. Élisée Reclus, qui était un communard, vous voyez, ça remonte à loin, qui était un géographe. Et vous verrez que, justement, dans les écologistes les plus anciens, dans les penseurs écologistes les plus anciens, il y a souvent des géographes. Et ce n'est pas un hasard. Bon. Et donc, Élisée Reclus, qui avait déjà, à son époque, dit qu'il fallait prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire, faisant corps avec la planète elle-même. Oui, bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est un des premiers à s'être préoccupé de cette question. Il y a un deuxième géographe qui relève un peu de cette catégorie, qui est Bernard Charbonneau, qui lui est plus récent, hein, et qui a été un des premiers animateurs en France de comité de défense de l'environnement, et qui a écrit dès 1934 sur la destruction de la nature, et dont le livre le plus connu est Triste campagne de 1969, où il met en cause le modèle agricole qui est en train de s'implanter à l'époque. C'est l'époque où on supprime les haies notamment, hein, c'est toute cette époque. Bon, et où il déplore l'urbanisation incontrôlée, l'industrialisation du tourisme, l'invasion automobile, la destruction des écosystèmes. Donc vous voyez, là c'est donc dans son livre Triste campagne, 69. Bon. Vous avez ensuite un autre courant. Bon, il y a d'autres libertaires qu'on pourrait citer, mais j'ai pris ces deux-là. Il y a un autre courant qui sont les courants chrétiens, si on peut dire. Bon, le plus connu, c'est Jacques Ellul,
théologien protestant, qui est d'ailleurs souvent cité, par exemple, par ELV, par les gens de ELV. Bon, vous avez Ivan Illich, qui était un philosophe, mais qui était un prêtre au départ, même si après c'était un prêtre défroqué, et qui a remis en cause, lui, la société de consommation. Il a beaucoup travaillé sur cette question de la société de consommation, et d'ailleurs, de ce point de vue, il est parfois pris comme un des premiers défenseurs de la décroissance. Je reviendrai sur cette question. Bon, ça c'est un peu sur les courants chrétiens. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous dis, je ne les cite pas tous. Je cite les plus connus. Voilà. Ensuite, vous avez les courants issus du marxisme ou du tiers-mondisme. Alors là, il y en a beaucoup moins. Et en général, les courants, enfin pour les anciens, puis maintenant, les courants issus du marxisme, en général, c'est justement des penseurs qui ont rompu avec le marxisme en se mettant à l'écologie. Bon, le plus connu, c'est André Gorz, évidemment, qui est un des pionniers de l'écologie politique en France, qui était journaliste au Nouvel Observateur, à l'époque ça s'appelait comme ça, Nouvel Observateur, bon, il a beaucoup écrit, notamment il a écrit un bouquin Écologie et politique en 1975, sachant que le rapport Meadows sur les limites de la planète c'est 72. Bon, et qui appelle, alors c'est pour ça que c'est effectivement un ancien marxiste, André Gorz, il appelle à une révolution écologique, sociale et culturelle qui abolisse les contraintes du capitalisme. Donc c'est bien le premier à poser cette question ainsi. Il y a un autre tiers-mondiste, plus que marxiste, qui est René Dumont. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler de René Dumont, agronome, qui au début était un fervent défenseur du développement, du productivisme, ainsi de suite. Bon, mais qui ayant beaucoup circulé sur toute la planète, est revenu de ce qu'il défendait à un moment, et ensuite est devenu donc un des phares, si on peut dire, entre guillemets, de l'écologie à son époque. Bon. Ça a été le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, c'était en 1974. Il avait fait une campagne notamment autour de la question de l'eau, avec un verre d'eau lors de ses passages. Donc vous voyez, le premier à intervenir sur la question de l'eau. Et alors il n'a pas fait un score fantastique, il a fait 1,3% à cette époque. Mais je veux dire, à l'heure actuelle, on a plein de candidats qui ne font pas mieux. Bon, voilà. Et il disait, si nous continuons avec la production industrielle démentielle, nous allons vers l'effondrement de notre planète. Vous voyez, ça fait écho des fois à ce qu'on entend maintenant. Nous gaspillons et nous polluons de plus en plus, ce qui risque de conduire notre civilisation à la ruine. Bon, donc c'était quelqu'un d'assez visionnaire, et quelqu'un qui s'est, à partir de 1974, donc beaucoup impliqué dans tous les sujets d'écologie et de développement. Et sur la question du développement, je citerai un dernier penseur, qui même s'il n'est pas marqué comme écologiste en tant que tel, a beaucoup travaillé sur les questions de développement, justement, et a remis en cause cette notion de développement, c'est Samir Amin. Peut-être que s'il y en a en tous les cas qui ont fait des études d'économie, ils ont peut-être entendu parler de Samir Amin, encore qu'il ne soit plus du tout cité. Bon, mais Samir Amin, donc, était un franco-égyptien, économiste, marxiste. Lui est resté marxiste. Samir Amin, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus, il y a 2 ans maximum. Bon, et qui, lui, a beaucoup travaillé sur la question du développement inégal. Par exemple, dans les années 70, on vous expliquait, il y a les pays développés, donc c'est évidemment tous les pays industrialisés, il y a les pays en voie de développement et il y a les pays sous-développés. Bon. Et c'est le premier économiste à avoir remis ça en cause en expliquant qu'en fait il y avait un développement inégal et que le système capitaliste faisait en sorte qu'il y a des pays qui justement n'aient pas la possibilité d'atteindre un certain niveau de développement économique. Donc c'est vraiment un de ceux qui, de ce point de vue, est intéressant quand même à connaître quand on parle d'écologie politique, puisque c'est un de ceux qui a remis en cause ce modèle qui était un modèle un peu mécaniste. On va inonder les pays du Sud de nos méthodes du Nord et ils vont se développer comme nous on s'est développé. Bon, ce qui est évidemment avec comme objectif de surtout pas remettre en cause les rapports de domination entre les pays industrialisés et les pays du Sud. Donc voilà un peu pour les penseurs. Alors pourquoi est-ce que les marxistes sont absents, à part André Gorz, si on peut dire, de toute cette période d'émergence de la pensée écologiste. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le marxisme, une pensée centrale, c'est le développement des forces productives. Je pense que tout le monde sait ça. Donc le marxisme dit, bon, le développement des forces productives va permettre un progrès humain, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des populations, et ainsi on pourra passer à autre chose. Bon. Alors Marx, ceci étant, avait quand même vu un peu les limites, puisqu'il avait expliqué que le capital épuise la terre et l'homme, c'est-à-dire les deux.
pas seulement... bon. Mais on ne peut pas dire que les suivants, ceux qui sont réclamés du marxisme, aient été aussi visionnaires, puisque eux, au contraire, ont toujours défendu le fait il faut développer les forces productives, il faut de la croissance, et comme ça, il y aura une amélioration des conditions sociales sur toute la planète. Et de ce point de vue, si on reprend en France, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit le Parti communiste, ils ont été très longtemps sur cette ligne de défense de la croissance, de défense de la production, de défense de la consommation comme solution aux inégalités sociales existantes sur la planète. Bon, avec donc cette vision très productiviste qui a existé. Alors, c'est vrai que l'URSS a été sur la même ligne, parce que c'est l'industrie lourde et ainsi de suite. Bon, ceci étant, on peut à la limite dire de l'Union soviétique, c'est que quand Lénine prend le pouvoir, bon, Lénine et le Parti communiste de l'Union soviétique est un pays très attardé. Donc on peut se dire qu'à la limite, peut-être que de leur point de vue, il y a des choses qui pouvaient être compréhensibles sur la volonté d'augmenter les forces productives dans leur pays. Bon, et par contre, ce qui est un vrai problème, c'est que les marxistes aient continué historiquement pendant des décennies et des décennies à reproduire ce schéma. Il y en a qui le reproduisent encore, sans se rendre compte qu'il y avait un moment où ce schéma avait des conséquences qui étaient l'atteinte des limites de la planète. Bon. Alors peu à peu, la gauche a commencé, PSPC, à prendre conscience que bon, il y avait quand même des problèmes au niveau environnementaux, mais du coup, c'était d'abord la qualité de la vie. Bon, c'était par rapport surtout aux questions de pollution dans les grandes villes. Donc ils ont intégré un chapitre qualité de la vie. Bon, ensuite ça s'est un peu élargi et après c'était quand on faisait un programme, et 2012, quand la première campagne avec Jean-Luc Mélenchon, où il y a le PC, donc c'est, bon, alors il y a le chapitre culture, il y a le chapitre femmes, il faut mettre le chapitre environnement aussi. C'est-à-dire, ce sont des chapitres sans voir qu'il y a une articulation à mettre en œuvre. Voilà. Et continue le mythe de la croissance, c'est-à-dire que plus il y aura de croissance, plus on pourra distribuer. Bon, ce que vous raconte la droite, toujours. Bon. Mais eux, ils le font de manière consciente. Bon. Alors qu'en fait, on regarde que plus il y a de croissance, plus il y a de boulot précaire en général. C'est pas, la croissance ne crée pas de l'emploi, elle crée de l'emploi précaire. Et de plus en plus. Et en plus, si on suit maintenant un certain nombre de capitalistes, ils vont remplacer les salariés par les robots, donc ça créera même pas d'emploi, quoi. Bon. Voilà un peu, bon, vous voyez que c'est très rapide sur un peu sur les penseurs et sur le pourquoi du retard de la pensée marxiste par rapport à l'écologie. Alors, ensuite, bon, on peut parler un peu du rôle de 68 et des années 70 dans le développement de l'écologie. Bon. Cette époque-là, 68, début des années 70, c'est l'époque des luttes anticoloniales, donc ça a quand même aussi des conséquences. Et c'est l'époque du tiers-mondisme. Tiers-mondisme au sens où soutien aux luttes décoloniales, mais aussi soutien aux possibilités de développer, d'avoir un autre développement plus indépendant dans les pays qui se libéraient du colonialisme, que ce soit le colonialisme français, anglais ou américain, quoi, après. Bon, 68, c'est la remise en cause de la société de consommation. C'est la première fois qu'il y a une remise en cause de la société de consommation. Alors attention pour les plus jeunes, la société de consommation de 68 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. En 68, toute la population n'a pas accès à l'eau chaude, en France, je vous parle en France. Toute la population n'a pas de douche, toute la population n'a pas de machine à laver. C'est une minorité qui a une machine à laver, et ainsi de suite. Donc c'est un niveau de société de consommation qui n'a strictement rien à voir. On a un peu de mal à y penser maintenant, mais je peux vous dire qu'à l'époque, pour les femmes, en tous les cas, 68, c'est plutôt la libération pour les femmes, parce que le fait d'avoir un frigo, ça veut dire pouvoir faire plus de courses, et donc de ne pas avoir à les faire tous les jours. Le fait d'avoir un aspirateur, c'est quand même moins fatigant, et ainsi de suite. Bon. Vous voyez, la machine à laver, avant, moi j'ai connu dans mon enfance, on allait laver le linge au lavoir. Donc la société de consommation en 68, c'est quand même une société de consommation limitée. Bon, avec un peu après, un film que vous avez peut-être vu parce qu'il est ressorti, qui était donc sur la société de consommation, qui était l'an 01, on arrête tout et on réfléchit, quoi. Bon, mais qui est donc met en cause déjà à l'époque le fait de consommer pour consommer. C'est aussi l'époque des luttes antinucléaires. Alors c'est important parce que c'est tout un courant antinucléaire à structurer en fait l'écologie. Et comme le nucléaire revient à un débat constant, y compris au sein de la FI maintenant, bon,
donc c'est les luttes, alors certaines victorieuses, c'est la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff, c'est la Pointe du Raz en Bretagne, où il y a une énorme lutte qui est portée par les habitants du secteur. Bon, avec le soutien des antinucléaires, de jeunes venus de toute la France et tout, mais portée notamment par les femmes, beaucoup par les femmes de la Pointe du Raz, et qui aboutit avec l'élection de François Mitterrand. C'est une des rares choses qu'il a fait de bien. Excusez-moi, je suis très critique personnellement sur François Mitterrand, qui est l'abandon du projet de la centrale de Plogoff. C'est la lutte contre... Attends, c'est pas dans l'antinucléaire, le Larzac. C'est aussi la lutte contre le surgénérateur, ce qu'on appelait un surgénérateur, parce que ça aussi, ça revient, donc ça s'appelait Superphénix à Creys-Malville, qui a donné lieu donc à des grandes manifestations, avec un débat d'ailleurs à l'époque entre non-violence et violence, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à la fois des antinucléaires, il y a à la fois des pacifistes, mais il y a aussi l'extrême gauche qui ne prône pas le pacifisme à l'époque, je peux vous le dire. Bon, ce qui fait que la lutte est parfois un peu violente. Aujourd'hui, on critique beaucoup la violence des fois des manifs et tout. Je peux vous dire que Creys-Malville, c'est un coup de cocktail Molotov. Hein. Bon, donc c'est pas... Voilà. Et avec un mort, hélas, qui est Vital Michalon. Bon. Et donc, projet qui est abandonné en 97. Qui aura d'ailleurs ce Superphénix aura très très peu fonctionné. C'est une raison qui explique, outre le fait que François Mitterrand voulait donner des gages à un certain nombre de courants politiques, mais c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi ça a été arrêté. Ensuite, pas François Mitterrand en 97, n'importe quoi, c'est Jospin. C'est que de toute façon, ça n'avait pas un intérêt fou. C'est des luttes contre les autres centrales nucléaires. C'est aussi, on l'a oublié, une lutte perdue contre le barrage de Nossac en Ardèche. Je ne sais pas s'il y a des gens de ce secteur. Qui est une première, c'est la première fois qu'il y a une remise en cause justement de ces grands projets considérés comme inutiles. Alors l'objectif était entre autres, c'était l'irrigation. Donc pour les gens du sud-ouest, ça doit parler un peu, des barrages d'irrigation. Et c'était aussi pour refroidir les centrales nucléaires qui allaient être construites sur la Loire. Bon. Donc ça, c'est l'aspect anti-nucléaire. Il y a l'aspect antimilitariste avec effectivement la lutte du Larzac, qui est contre l'expansion du camp du Larzac, abandonné en 81. C'est aussi l'époque du retour à la terre avec un slogan, vivre et travailler au pays. Volem viure el país, c'est très présent. Et pourquoi je vous redis ça? Parce que en 2017, par exemple, quand on discutait de chacun a le droit de vivre où il veut, y compris de rester vivre là où il est, on était parfois traité comme France Insoumise de nationalistes, souverainistes, je ne sais quoi encore, parce que c'était horrible de dire que les gens en général, ils préféraient quand même, la majorité des gens préféraient pouvoir vivre là où ils sont que d'être obligés d'émigrer pour trouver du boulot, pour sauver leur famille, et ainsi de suite. Mais dans les années 70, c'était un grand slogan. Vouloir vivre au pays, c'était justement contre le fait qu'il y avait à l'intérieur de la France cette politique qui visait à vider les campagnes pour approvisionner en main-d'œuvre les usines qui, à l'époque, il y avait beaucoup d'usines d'automobiles, électroniques, et ainsi de suite, qui ouvraient, pour faire face à ce développement de la consommation, et qui avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc, on allait chercher, dans les villages, on allait chercher la main-d'œuvre dans les secteurs ruraux, et notamment les femmes avant qu'elles se marient, les jeunes femmes. Mais avec la contradiction d'ailleurs que pour elles, c'était parfois aussi un moment d'émancipation par rapport à la famille et par rapport au village, le fait d'aller à l'usine. C'était côté oppression, pas côté exploitation, attention. Voilà. Donc, et puis il y a quand même aussi d'autres luttes qui sont des luttes urbaines contre des projets. Alors par exemple à Paris, il y a eu énormément de batailles à l'époque contre la construction d'autoroutes dans Paris. Il faut savoir que Georges Pompidou avait expliqué que la ville devait s'adapter à l'automobile, et pas l'inverse, et avait prévu la construction de 8 autoroutes dans Paris. On a oublié ça aussi. Donc il y a eu beaucoup de luttes dans Paris. Il a réussi juste à construire la voie Pompidou, et les autres mais il a quand même détruit des quartiers de Paris. Par exemple, pour ceux qui connaissent Paris, le 14e arrondissement a été en partie détruit pour construire une autoroute qui devait arriver gare Montparnasse. Bon. Et puis c'est aussi l'époque où il y a une floraison de publications. Donc Le Sauvage, La Gueule Ouverte, qui sont des publications ouvertement écolo, Harakiri aussi. Bon.
et c'est l'époque de la création des Amis de la Terre. Donc vous voyez un peu l'ambiance des années 68-70, bon, c'est une ambiance de foisonnement hein, au niveau idée et au niveau lutte, et avec quand même alors outre, mais c'est pas mon sujet, la question des luttes féministes, qui aussi, c'est aussi cette époque, mais qui est aussi la question des luttes écologistes. Bon. Ensuite, si on passe sur les partis se réclamant de l'écologie. Alors il faut savoir qu'en France, la première organisation politique, plus qu'un parti, se réclamant de l'écologie, est créée justement dans la foulée de la campagne de René Dumont, en 1974. Ça s'appelle le mouvement écologique. Et s'il y a des Alsaciens ici, les deux premiers animateurs sont Solange Fernex et Antoine Wechter. Donc pour les Alsaciens, ça peut dire quelque chose. Au niveau des forces politiques existantes, le seul qui se convertit à l'écologie dans les grands partis à l'époque, c'est un parti qui s'appelait le PSI, Parti Socialiste Unifié, qui avait été un parti qui avait été à la pointe de la lutte contre la guerre d'Algérie. Hein, et qui travaillait à l'époque en lien énormément avec la CFDT, et donc la CFDT se convertit aussi à l'écologie à l'époque. Mais attention, la CFDT des années 70, c'est une CFDT de gauche. Hein, c'est une CFDT autogestionnaire qui est en pointe, justement, qui est bien plus progressiste que la CGT, la CGT est toujours sur son développement des forces productives. La CFDT est capable d'intégrer, y compris l'apparition des catégories précaires dans la classe ouvrière, ainsi de suite, ce que ne fait pas la CGT. Mais bon, ce versant progressiste de la CFDT s'est arrêté au début des années 80. Alors, les premières participations à des élections électorales de mouvements écologistes, c'est 77 au municipal. C'est là qu'apparaissent des listes dans un certain nombre de villes qui obtient des élus, et y compris des maires dans des petites communes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît la première rupture au sein du mouvement écologiste entre ceux qui sont pour ce qu'on appelait le ni droite ni gauche, et ceux qui étaient pour, au second tour, passer des accords avec la gauche, en l'occurrence avec le PS. Hein. Voilà. Bon. Et ça, cette fracture, elle va continuer très longtemps, entre ceux qui sont ni à gauche ni à droite. Alors oui, ça vous rappelle Macron par ailleurs. Hein, mais bon, moi je viens des Verts, hein, j'ai fait 16 ans chez les Verts, donc bon, donc on disait, en fait c'est pas du ni, c'est du et. C'est-à-dire un coup c'est alliance avec la gauche, un coup c'est alliance avec la droite. Voilà. Bon, et ceux qui refusent et se positionnent clairement à gauche, pas forcément pour des alliances d'ailleurs avec le PS, mais en tous les cas clairement à gauche, ils refusent tout accord avec les forces de droite. Bon. Et donc cette division va perdurer tout au long des élections et des candidatures aux élections jusqu'à un petit peu plus tard. Alors les participations électorales aux différentes élections permettront aux écologistes d'avoir des conseillers régionaux ou d'avoir des députés européens. Mais jamais les écologistes, y compris les Verts puis ELV, n'auront jamais de députés nationaux sur la base de leur propre force, contrairement à la France insoumise. Bon. Alors, les Verts sont créés en 1984, donc en tant que parti politique, et se crée d'ailleurs au même moment, on a tendance à l'oublier, une coordination européenne des partis verts. C'est-à-dire les partis verts ont existé en fait un peu plus tôt dans les pays nordiques et en Allemagne qu'en France. Et en fait, la force des partis verts continuera, c'est-à-dire les partis verts des pays nordiques, d'Allemagne, de Belgique, mais de Belgique francophone d'ailleurs surtout, ont toujours été beaucoup plus puissants que dans les pays du Sud. Italie, il n'y a pas de parti vert, Espagne, ça dépend les moments, ça va, ça vient, mais bon. Portugal, c'est pareil. Enfin bon, voilà, les partis verts ayant un peu de poids sont toujours des partis des pays nordiques ou d'Allemagne et Belgique. Voilà. Attendez, je me bats avec le vent. Bon, donc je vous ai dit 84 création des Verts. Il faut savoir que donc en 92, les Verts obtiennent la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais,
à l'époque c'est la région Nord-Pas-de-Calais, pas parce qu'ils ont fait un super score, ils avaient fait 6%, mais parce que les différents partis de gauche n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui président. Et donc c'est comme ça que les Verts, qui faisaient la charnière, si on peut dire, il n'y avait pas de majorité sans eux, même rien qu'avec leurs 6%, se sont retrouvés à avoir la présidence de la région. Hein, mais c'est uniquement lié à cet aspect-là. Bon, je passe sur tout le reste. Alors, si, un truc important, c'est en 93, au sein des Verts, il y a un renversement de majorité, et de fait, dans la foulée, le courant Nini, si on peut dire, quittera les Verts, pour créer un groupuscule qui s'appelle le mouvement d'écologie indépendante, qui existe toujours, surtout un peu en Alsace, mais qui maintenant est quand même assez disparu. Bon. Et c'est important ce renversement de majorité, parce qu'en fait, c'est un renversement de majorité pour passer des accords avec le Parti socialiste. Et donc, à partir de 93, les Verts passeront des accords systématiques avec le Parti socialiste, notamment pour les législatives. Il y aura des accords à chaque élection législative, quasiment des accords partiels. Hein. Ils ne vont pas répartir les 577 circonscriptions, mais ils feront des accords sur 10, 20, 30, 50, 60 circonscriptions où les Verts seront soutenus par le PS, et en échange, dans d'autres circonscriptions, les Verts ne présenteront pas de candidats et soutiendront le PS. Et j'assume tout à fait, moi c'est comme ça que j'ai été élu député. Je vous ai dit, les Verts n'ont jamais eu de député tout seul, et je n'aurais jamais été élu si j'avais été uniquement candidate des Verts. Hein. Voilà. Donc, et donc, au sein des Verts, le débat dorénavant ne sera plus entre Nini ou alliance avec le PS, mais sera sur l'alliance est-elle au premier ou au second tour. Il y a un courant qui dira au premier tour, on y va sous nos propres couleurs, notamment dans toutes les élections à liste, c'est-à-dire du coup municipales, régionales, européennes. Et on fait l'alliance au second tour, et d'autres qui feront des accords dès le premier tour. Alors pourquoi la différence? Je vous le dis parce que c'est important d'avoir ça en tête, même pour nous. Quelle est la nuance? Quand vous faites un accord au premier tour, vous dépendez strictement du parti avec lequel vous faites l'accord. Par exemple le PS, quoi. Vous ne construisez plus votre image politique. Ce qui est arrivé au Vert. C'est-à-dire que quand la tête de liste est PS, mais ça peut nous arriver, nous, dans des élections municipales, par exemple. Hein. Quand la tête de liste est PS, mais c'est un peu ça aussi, vous avez beaucoup plus de mal d'apparaître, vous, quand vous êtes une autre force politique, d'apparaître en tant que force politique autonome. Si c'est au second tour, vous avez existé au premier tour, vous avez construit un rapport de force. Vous avez pu mettre en avant des propositions que vous pourrez essayer d'obtenir qu'un certain nombre soient dans le second tour, et si ensuite vous gérez ensemble, que ce soit une ville, que ce soit une région, que vous pourrez mettre en œuvre. Si vous êtes au premier tour derrière un autre parti politique, en général, votre marge de manœuvre elle est plus que limitée, et vous avez du mal à exister. Les points à relever par rapport pour l'histoire des Verts, un peu, c'est en 2005, donc les Verts sont pour le TCE, ont voté pour, mais de justesse. C'est-à-dire au sein des Verts, c'était 45-55 de mémoire. 45 pour le TCE, 55 pour le TCE, 45 contre. Donc c'était pas quand même le traité constitutionnel européen de 2005, le fameux traité, où je pense que l'immense majorité d'entre nous a fait campagne contre. Bon, il y en a qui ont pu se tromper, qui ont fait campagne pour, on ne va pas leur reprocher autant d'années après. Voilà. Et donc, il y a déjà une première fracture au sein des Verts à ce moment-là, entre ceux qui font campagne pour et ceux qui font campagne contre, parce que bien que la position officielle des Verts était pour, il y a beaucoup de Verts qui ont fait campagne contre. Par exemple, c'était mon cas, quoi. Mais je ne suis pas la seule, il y en a eu beaucoup. Bon, en 97, les Verts participent au gouvernement Jospin. Ah oui, c'est avant 2005, ça. J'ai fait un recul en arrière là. Bon, et donc le fait de participer au gouvernement Jospin, ça les a pas non plus tellement servi, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le problème d'être Et du coup, plus 2005 qui a provoqué des tensions internes et des rapports avec les mouvements sociaux difficiles, parce que dans les mouvements sociaux, par exemple, Attac était contre. Beaucoup de mouvements sociaux, le DAL était contre, et ainsi de suite. Beaucoup de mouvements sociaux étaient contre le traité. Ce qui fait que ça a tendu les relations entre les Verts et ces mouvements sociaux. Et du coup, les Verts
font une analyse à ce moment-là qu'il faut s'adresser à un électorat plus centriste. Alors vous verrez, c'est un débat qui revient constamment chez les Verts. Hein. Et donc 2009, ils vont chercher Daniel Cohn-Bendit comme tête de liste pour les européennes. D'accord ? Mais c'est basé sur ça. C'est basé sur ça. Parce que, en même temps que je vous parle d'écologie politique, j'essaie de vous parler aussi de LV parce que j'entends souvent des camarades qui... Ça m'énerve un peu quand je vois des fois ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on est en désaccord avec eux, mais c'est une force politique. Donc il faut essayer de comprendre ce qui les motive et ce qui fait fonctionner. Je veux dire, ce qui fait fonctionner, c'est que... Alors, ça, c'est un atelier où je serai aussi après, si ça vous intéresse. Il faut, à chaque fois, pour une force politique, savoir à quel électorat elle veut s'adresser et avec quel projet. Et donc les Verts ont constamment cette balance. Est-ce qu'ils s'adressent au centre ? Mais ça, c'est très lié finalement à leur implantation sociale. Hein ? Ou est-ce qu'ils s'adressent plus à gauche ? Et c'est une tension constante au sein des Verts. Donc un coup, ça va être plus au centre, un coup, ça va être plus à gauche. Bon, 2009, c'est au centre, avec Daniel Cohn-Bendit, tout à fait assumé. Et ils font un bon score. Bon, c'est l'époque où on est un certain nombre à se tirer des Verts. Hein, et à rejoindre à l'époque le front de gauche. Bon, ce qu'il faut aussi savoir pour les camarades qui se font des illusions, c'est exceptionnel qu'il y ait des scissions chez les Verts. Il y a eu celle de Wechter en 93, et il y a eu la nôtre, tout le groupe avec lequel je suis sorti, en 2009. Autrement, il n'y a pas de scission politique, au sens politique, sur un projet politique, sur des divergences politiques. Il y a des gens qui vont à la soupe. Hein, il y a des gens qui sont allés au Modem, il y a des gens qui sont allés au PS, il y a des gens qui sont allés chez Macron. Hein, ils sont connus, hein, de Rugy, Pompili, et ainsi de suite. Bon. Mais ce n'est pas une scission politique. Donc, pour ceux qui se font des illusions sur la primaire de LV en se disant il y en a qui ensuite feront une scission, non, il n'y aura pas de scission. Vous ne faites pas d'illusions là-dessus. Il n'y aura pas de scission. Il y a peut-être des gens, comme en 2017, qui voteront Mélenchon, si le candidat LV ne leur plaît pas. Ça, oui. Mais ils ne sortiront pas pour autant de LV. Ah. Alors, je vous ai dit tout à l'heure donc, sur que les scores des autres partis écolos étaient très fluctuants et très dépendants en fonction des pays. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que par exemple les Grünen, donc les Verts allemands, ont eu des députés bien plus tôt que les Verts français, parce que c'est un système proportionnel en Allemagne. Et dans d'autres pays, c'est pareil. Donc le système électoral a forcément beaucoup de conséquences sur la possibilité ou pas d'avoir des élus. Par exemple, en Angleterre, en Grande-Bretagne, vu le système électoral, c'est très difficile de construire une force autonome par rapport aux conservateurs et aux partis travaillistes, et encore plus d'avoir des élus. Et quand vous construisez une force autonome et que pendant des décennies vous n'avez pas d'élus, au bout d'un moment la force autonome elle se casse la gueule quand même. Hein. Bon, ou elle devient tellement minoritaire qu'elle n'a plus de poids dans l'espace politique. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Hein, ça a des conséquences. Bon, maintenant, on peut aussi dire que la France insoumise en 2017 a fait mentir l'adage que le système électoral législatif ne permettait pas à une nouvelle force autonome d'avoir des élus, puisque nous avons eu 17 députés uniquement sur la base de nos forces, quoi. Alors, où en est l'écologie aujourd'hui ? Parce que quand même, je ne vais pas vous faire que de l'histoire. Bon, aujourd'hui, bon, tout le monde parle d'écologie. Il faut dire que c'était déjà ce que je racontais chez les Verts à l'époque. C'est pas qu'on va avoir convaincu les gens, c'est que malheureusement la réalité va nous rattraper. Bon, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors il reste encore des climato-sceptiques, hein, et ça vous en aurez toujours, vous avez bien des complotistes, donc vous pouvez avoir des climato-sceptiques, hein, voilà. Bon, mais c'est quand même ultra minoritaire. Hein. Donc maintenant, tout le monde se vante d'être écolo. Bon, mais et à la limite c'est intéressant, parce que du coup le débat, c'est pas de savoir s'il y a réchauffement climatique ou pas, s'il y a perte de biodiversité ou pas, et ainsi de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment. Et ça c'est un débat quand même bien plus intéressant. Alors quelles sont les réponses ? Donc à droite, vous avez surtout ne pas remettre en cause le système, évidemment. Hein, je veux dire, moi je rappelle toujours, la bourgeoisie, elle défend ses intérêts, elle est prête à tout pour ça. Je veux dire, on ne va pas lui reprocher. C'est logique qu'elle défende ses intérêts et qu'elle soit prête à tous les coups tordus pour ça. Donc il ne faut pas vous indigner, vous dire c'est scandaleux et ainsi de suite quand la bourgeoisie défend ses intérêts. On le sait, c'est la bourgeoisie. Donc elle défend ses intérêts et nous on se bat contre la bourgeoisie et contre ses intérêts. Hein. Donc bon. Donc évidemment ils ne vont pas remettre en cause. Que ce soit donc la droite, toutes les forces de droite, ou que ce soit En Marche, c'est pareil. Hein, c'est la droite aussi. Bon.
Donc, ils vont vous faire un peu de saupoudrer d'écologie ici ou là, bon, mais rien qui remette en cause les intérêts de leurs mandants, c'est-à-dire des multinationales, des grandes entreprises, et ainsi de suite. Bon. Et du mode de vie des riches, quoi. Ensuite, vous avez l'écologie réactionnaire. Bon, c'est nouveau, c'est Le Pen. Hein, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. Enfin, il y avait des courants écolo-fascistes, mais c'était... bon. Mais ils essayent, alors... attention, il ne faut pas en rigoler parce que ça peut être très dangereux. Non, je dis ça, hein, ça peut être très dangereux parce qu'ils appuient sur des retours à la terre, des choses comme ça, donc ça peut fonctionner chez certains. Hein. Bon, ceci étant, ils défendent le système quand même. Bon. À gauche, donc je vous ai dit, pendant longtemps, la gauche avait rien compris. Bon, maintenant quand même, c'est pareil, ils sont comme tout le monde, ils peuvent pas nier ce qui se passe. Bon, de là à remettre en cause le système, c'est quand même un peu beaucoup. Bon, et donc, comment ça se passe? Alors, d'abord, je dirais donc le débat. Donc, il y a aussi une chose importante, c'est faire attention aux mots. Hein, donc, c'est aussi une bataille idéologique. Donc, on vous parle de crise écologique. Alors, quand il y a une crise, il y a une sortie de crise. Malheureusement, nous sommes à un tel niveau de catastrophe écologiste qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Hein, il y a des espèces éteintes, on ne les retrouvera pas. Hein. Au niveau du réchauffement climatique, on ne reviendra pas à 0% de réchauffement climatique. Hein. Donc, ce n'est pas une crise écologique. Hein. C'est une catastrophe écologique. C'est important. Vraiment, je vous demande à chaque fois de faire attention, parce que spontanément, on fait comme tout le monde, on utilise, mais de faire attention au vocabulaire utilisé. Parce que c'est aussi comme ça qu'on mène la bataille idéologique, hein, et qu'on casse justement la domination idéologique de la bourgeoisie. C'est en utilisant les bons mots. Donc c'est une catastrophe écologiste. Ensuite, on ne cherche pas à faire une transition. Ça, à la limite, on aurait pu dire ça il y a 50 ans, parce qu'on avait le temps. Aujourd'hui, vu l'urgence, on n'est plus dans la transition. On n'a plus le temps. Donc c'est pour ça, on a pris le mot bifurcation. On aurait pu prendre le mot rupture écologique. Mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il faut convaincre les gens. Hein, si on fait une écologie de la peur, ça ne va pas marcher. La peur n'a jamais mobilisé les gens. La peur, elle provoque du repli sur soi. Hein, elle provoque de la fuite. Hein, elle ne provoque pas de l'envie de se battre. Hein. Et donc, bifurcation, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, un tournant radical. Hein. Et donc c'est pareil, il faut qu'à la France Insoumise, on s'habitue à ne plus utiliser le mot transition. Parce que ce mot transition, inconsciemment dans la tête des gens, ça donne du temps. Or, on n'a plus le temps. Hein. Donc voilà. Alors, sur les propositions auxquelles on est confronté aujourd'hui, il y a ceux qui vous disent les gestes individuels. Hein, alors moi ça m'a toujours énervé. On vous dit éteignez l'électricité en sortant, fermez le robinet. Moi j'ai toujours dit oui, quand on vient des milieux populaires, de toute façon on l'a toujours fait parce que sinon c'est la facture à la fin du mois. Donc on n'a pas besoin de leçons sur ça. Bon, de toute façon, les gestes individuels, il faut les faire. Hein. Je dis ça, mais je dis pas qu'il ne faut pas les faire. Au contraire, il faut les faire, les gestes individuels. Mais c'est au mieux 25% de la solution. Au mieux. C'est peut-être même que 20%. Hein. Donc de toute façon, même s'il faut les faire, c'est pas ça qui va sauver l'écosystème actuel. Alors l'intérêt de tous ceux qui portent ça, c'est que ça évite de remettre en cause le système, évidemment, puisqu'il vous renvoie à la responsabilité. Donc, vous savez que le libéralisme, le principe, c'est l'individu qui est responsable. Il est responsable de tout. S'il n'a pas fait telle étude, c'est de sa faute. S'il n'a pas un bon boulot, c'est de sa faute. S'il est malade, c'est de sa faute parce qu'il fume. Bon, et ainsi de suite. Hein, le système n'est jamais responsable avec le libéralisme. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il a intérêt à prôner les gestes individuels, parce que c'est vous. Individuellement, c'est vous. Donc, on va vous engueuler parce que vous avez laissé couler l'eau de la douche, pendant que l'autre, il va avoir un yacht de je ne sais pas combien de centaines de mètres, et ainsi de suite. Hein. Donc, bon. Donc, ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, qui est un petit peu plus poussée, et qui est très portée aussi par la gauche, c'est les gestes quotidiens plus la technique. La technique va nous sauver. On va inventer, et on va trouver des solutions. Alors, ça revient d'ailleurs dans le débat relancé sur le nucléaire en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une annonce où ils relancent justement sur le type super Phoenix, sur le type super générateur. Bon.
Sauf que, je vous dis, nous sommes dans l'urgence absolue. Vous avez écouté, enfin, vous n'avez pas forcément lu le rapport du GIEC, mais vous avez entendu quand même ce qui est dit. Et c'est que maintenant, si on bifurque pas tout de suite, là, on est mal barré, quoi. Donc, toutes les solutions techniques sont des solutions à long terme. Hein. Donc, non, il y a quelques solutions techniques qui seront utiles, sûrement. Mais c'est pas ça le principal remède à la catastrophe écologique. Mais c'est pratique. Parce que comme ça, on ne remet pas en cause le système. Il y a aussi un courant qui vous explique par rapport au réchauffement climatique, ah mais la France est vertueuse, notamment grâce au nucléaire. Non, la France, je vais y revenir, la France est vertueuse, donc c'est aux autres de faire les efforts, et notamment la Chine et l'Inde. Vous l'entendez souvent ça. Attention, parce qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre à un instant T en masse, et effectivement la Chine et l'Inde aujourd'hui sont les deux pays qui émettent le plus. Mais il y a les émissions par nombre d'habitants, enfin par habitant plutôt. Et alors là, la Chine et l'Inde sont très loin. Les premiers, ce sont tous les pays pétroliers, hein, notamment les pays du Golfe, hein, plus les États-Unis et ainsi de suite. Bon. Et puis ensuite, vous avez l'histoire. Il y en a qui émettent depuis très longtemps, hein, et il y en a qui sont émetteurs récemment. Je ne dis pas que la Chine et l'Inde ne doivent pas aussi avoir leur part dans la lutte contre le changement climatique, bien sûr que non, hein, attention. Mais ceux qui vous disent aux autres de faire l'effort, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas changer le système ni changer de mode de vie, quoi. Hein. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le greenwashing. J'ai dit, oui, il faut faire des choses. D'ailleurs, la preuve, on vient de lancer le plus gros paquebot du monde de croisière, mais il recycle l'eau. Hein, et puis il doit bien avoir des panneaux solaires, des toilettes, non, il n'a pas de toilettes sèches parce que pour les riches ça se fait pas. Enfin bon, vous voyez, ou c'est la centrale nucléaire, ou vous avez une éolienne pour alimenter l'électricité du bureau de la centrale, quoi. Bon, alors, donc ça, c'est bon. Vous en avez constamment, hein, du greenwashing. Bon. Vous avez un autre aspect utilisation des gestes quotidiens, c'est les gestes quotidiens plus la fiscalité. Donc c'est la fameuse taxe carbone qu'on vous met partout, on vous met des taxes partout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les taxes, mais croire qu'on va faire de l'écologie politique et sociale avec des taxes, bon, vous avez vu les Gilets jaunes, ils avaient raison de se révolter. Hein, et puis c'est souvent comme ça. Une taxe a un intérêt si effectivement elle peut permettre d'arrêter l'utilisation d'un produit polluant. Par exemple, les taxes sur les pesticides, ça aurait pu être intéressant si les taxes avaient été très élevées. Bon, ça n'a jamais été le cas. Et la France continue à être le premier pays d'Europe qui utilise les pesticides. Bon, donc on voit bien que ce n'est pas la taxe qui règle le problème. Donc oui, en tant que France Insoumise, nous assumons le fait de passer par la réglementation, c'est-à-dire des interdictions. Hein, ça, oui. Bon. Donc là, geste quotidien plus fiscalité, c'est beaucoup ELV aussi. Les propositions d'ELV tournent souvent autour de la fiscalité, que ce soit en France, que ce soit la fameuse fiscalité européenne. Alors, bon, en tant que FI, bon, d'abord, je dis, important de dire, c'est une bifurcation. Attends, je termine, et puis après, tout le monde pourra prendre la parole. Hein. J'en ai pour 5 minutes, là. On est face à un choix de civilisation, c'est-à-dire, soit on met en œuvre maintenant des politiques qui permettent la survie de l'espèce humaine et des espèces vivantes, parce que la survie de la planète elle se portera très bien, hein, sans nous. Hein, c'est pas un problème, quoi. Bon, les autres espèces vivantes, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui survivront, style les cafards. Bon, par contre, pas toutes. La majorité des espèces disparaîtront, et pour l'espèce humaine, évidemment, c'est la disparition. Donc, en plus, cette catastrophe écologique, elle a une conséquence, c'est qu'elle aggrave les inégalités sociales, bien évidemment. Elle aggrave les inégalités entre pays, puisque ce sont les pays du Sud qui sont les pays qui sont les moins responsables de ce réchauffement climatique qui vont être les plus touchés par ces conséquences. Bon. Et dans les pays riches, ce sont les pauvres qui vont le plus souffrir, alors que les riches, ils vont mettre de la clim. Hein, le nombre de climatiseurs a flambé en France, hein, parce qu'effectivement, il arrive, par exemple ici, quand il se met à faire 40 degrés, il arrive un moment où, bon, hein, et puis, bon, ils peuvent toujours partir ailleurs, et ainsi de suite. Bon. Donc les riches peuvent s'en sortir en tant qu'individu ou en tant que groupe social, peuvent s'en sortir plus ou moins, mais l'immense majorité de la population, elle n'en a aucune chance. Bon. Donc, que ce soit, donc, je vous ai dit, les pays pauvres ou
les pays riches. Donc on arrive de fait, cette catastrophe écologique, elle a une conséquence. C'est, excusez-moi, je ne trouve plus le mot en français, un aiguisement, voilà, un aiguisement de la lutte de classe, de fait. C'est une nouvelle guerre de classe entre ceux qui peuvent s'en sortir face à cette dégradation de l'environnement, que ce soit réchauffement climatique, sécheresse, avec ses conséquences, sécheresse, inondation et ainsi de suite, bon, ou que ce soit... voilà. Bon, et donc, par rapport à ça, la réponse, c'est donc, je vous ai dit, une bifurcation écologique et sociale radicale qui rompt avec le modèle capitaliste, totalement, bon, et qui soit porteur d'un nouveau modèle de société écologique, sociale et démocratique. Bon. Donc c'est par rapport à ça que, dès 2017, on a commencé à porter la question de la règle verte. Alors je rappelle que la règle verte, c'est le principe de ne pas prendre à la nature, en termes de ressources renouvelables, bien évidemment, plus que ce qu'elle peut renouveler en un an. Vous vous rappelez que tous les ans, on nous parle du jour du dépassement. Bon, si on parle du jour du dépassement, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on consomme trop, qu'on consomme plus que ce que la planète peut renouveler. Bon, donc quand on parle de ça, on ne peut pas dire ensuite qu'on va continuer avec la croissance, puisque là, il y a des limites à la planète. Donc le fait de parler du jour de dépassement doit forcément inclure le fait qu'il faut décroître. Mais ensuite, la décroissance, évidemment, c'est quelle décroissance? Il faut décroître la production, il faut décroître la consommation, mais il faut décroître les productions et les consommations polluantes. Il faut décroître les productions et les consommations émettrices de gaz à effet de serre, celles qui sont destructrices des sols. Donc c'est pour ça que c'est un autre modèle économique, un autre modèle de production, un autre modèle de consommation. Ça ne veut pas dire qu'on va dire à celui qui est au RSA ou à celle qui est au SMIC, ah ben toi t'arrêtes de consommer ci ou ça. Ça veut dire que, il faut qu'on ait des produits qui soient conçus dès le départ pour prendre le moins de matières premières possible par rapport à celles qui sont renouvelables comme par rapport à celles qui ne sont pas renouvelables, parce que les métaux, c'est pas renouvelable. Il y a plein de matières qui ne sont pas renouvelables, mais il n'y a pas que les métaux. D'ailleurs, par exemple, le sable, on se rend compte que le sable qu'on utilise massivement dans la construction, eh ben, on commence à en manquer sur la planète. Bon. Donc il faut avoir une vision globale. Je crois que c'est aussi ça le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut tout le temps avoir une vision globale. C'est-à-dire quand on propose des solutions, il faut toujours se demander si la solution qu'on propose ne va pas être une solution d'un côté pour être un problème d'un autre. Exemple, les voitures électriques. Bah, c'est peut-être une solution au fait qu'on n'ait plus de voitures émettrices de gaz à effet de serre quand elles roulent, mais c'est un problème par rapport à la consommation de matières premières qui sont en plus des matières premières non renouvelables. Et donc constamment, il faut se poser ces questions dans les propositions qu'on fait. Voilà, je termine là-dessus. Oui, donc ça veut dire, bon aussi, donc effectivement, avoir des circuits courts relocalisés. Bon, ce qui est défendu depuis très longtemps par rapport à la question agricole et alimentaire. Depuis très longtemps, c'est porté par la Confédération paysanne, la question de la souveraineté alimentaire. Bon, ben, ce qui est porté par la Confédération paysanne pour la souveraineté alimentaire, et lequel tout le monde se retrouve à gauche, ben nous disons c'est la même chose pour ce qui est de l'industrie. Et de la même chose pour l'ensemble de l'économie. Il faut aller vers des circuits courts et vers la souveraineté globale. Ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'écologie. Alors, dernière chose, donc, un petit retour sur ELV. Donc, qu'est-ce qui nous sépare? Parce que sur l'analyse, souvent, on a quand même les mêmes analyses, le même constat, si on peut dire. Qu'est-ce qui nous sépare? Bon, il y a le rapport à l'Europe. Je ne développe pas, tout le monde connaît le rapport à l'Union européenne. Bon, c'est un peu... Ce qu'il faut voir, c'est que ELV, donc, eux, leurs deux niveaux, c'est les régions et l'Europe. C'est ça, et c'est l'Europe des régions, d'ailleurs. Bon. Donc c'est avec ça qu'on a un désaccord. Et c'est ensuite sur le modèle économique. ELV, alors il y a de tout. Il y a au sein de ELV des anticapitalistes. Bon, c'est pas la majorité quand même, mais il y en a. Ouais. Non, mais il y en a, c'est vrai. Bon. Donc c'est un rapport au marché et un rapport à la propriété privée. Bon. Où effectivement, nous ne sommes pas pour tout socialiser à la mode soviétique, mais nous considérons que tout ce qui est bien commun, tout ce qui est au bénéfice de l'ensemble de cette société doit être sous contrôle public, de manière à ce qu'il n'y ait pas du fric qui soit fait sur l'eau, sur tous les communs tels que vous les connaissez. Bon. Il y a ensuite chez ELV un impensé de la question sociale. Alors,
là maintenant ça devient un peu disparate. Mais quand ELV parle des questions sociales, il parle des précaires, ça oui. Il parle du logement. Il parle très rarement des ouvriers. Bon, c'est lié aussi à leur base sociale. Hein. Et pendant longtemps, chez les Verts, la production industrielle, c'était vu parce que ils avaient tendance à dire production industrielle égale productivisme. Hein, et c'est sale. Bon, ce qui est un peu absurde, quoi. Parce que pour la bifurcation écologique, on a besoin d'industrie. Hein. Le problème, c'est de construire une industrie qui soit une industrie la moins polluante possible. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas du tout. Je veux dire, quand vous faites de la sidérurgie, il y a de la pollution. Mais on peut réduire le degré de pollution. Hein. Donc, et on a besoin de la sidérurgie pour faire les éoliennes, par exemple. Hein, c'est tout bête. Bon. Donc, oui, nous sommes des défenseurs de l'industrie. Mais une industrie qui prend en compte les nécessités écologiques. Bon. Donc ça, c'est aussi une question qui nous sépare de LV, encore que maintenant, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont souvent dit des conneries là-dessus et qu'il faut revenir sur cette question de l'industrie. Enfin, je dirais que leur nom, le nom Europe Écologie Les Verts, leur permet de préempter l'écologie au niveau notamment des médias, quoi. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est la réalité. Donc, nous, il faut... Alors, je sais que vous êtes dans les combats écolos dans vos régions. Ça, je sais. La France Insoumise, dès qu'il y a un combat écolo, elle y est. Et c'est bien, il faut continuer. Bon. Mais on a du mal dans les médias. Hein, c'est-à-dire les médias, spontanément, quand il y a un problème, par exemple, sur le rapport du GIEC, ils n'appellent pas la France Insoumise pour avoir l'avis de la France Insoumise sur le rapport du GIEC. Donc, pour qu'on arrive à franchir ce plafond de verre, si on peut dire, c'est, parce que sur le terrain, partout, vous vous serez exprimé sur ces questions. Hein, et deux, qu'on le fait aussi nationalement. Et je peux vous dire, vous arrivez, on peut parler d'écologie à partir de tout. Je n'ai pas eu le temps de le regarder, j'avais fait une note comme ça pour les européennes pour expliquer comment parler d'écologie à partir de tout. Bon, à la limite, je pourrais vous la refaire circuler. Mais c'est vraiment une habitude qu'il faut que vous preniez. Parce que si on ne s'impose pas, spontanément, c'est les Verts qui sont l'écologie, et nous, on est le social. Il ne faut pas accepter cette division. Il ne faut pas accepter cet état de fait, parce que nous sommes non seulement autant, mais même plus écologistes, au sens où, justement, nous avons une vision totalement globale sur la question de l'écologie. Bon, j'espère que j'aurai répondu ainsi un peu à ce que vous attendiez. Peut-être que c'était complètement à côté de la plaque, j'en sais rien. Et maintenant... Voilà. Il y a un micro qui va circuler, mais je ne sais pas qui est-ce qui a le micro dans la main pour le faire circuler. Quelqu'un se propose pour faire circuler le micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci pour cette conférence, c'était super. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a une question qui me taraudait pendant tous. Allô? Et là, vous m'entendez? Ouais. Alors, il y a une question qui me taraudait pendant tout. Merci pour cette conférence, j'ai beaucoup appris. Il y a une question qui me taraudait, c'est les accords de libre-échange. Quelle dénonciation on peut apporter au libre-échange? Je pense au CETA, au Mercosur, mais il n'y a pas que les traités de libre-échange où la France est partie prenante. Il y a aussi la sensibilisation au monde aux traités de libre-échange. Je pense à l'ASEAN et à tous ces traités qui sont vraiment au niveau pollution et au niveau écologique qui sont vraiment une catastrophe. Voilà. Voilà. Et c'est surtout comment on peut, après, moi j'espère que JLM sera au pouvoir, comment ça peut être dénoncé. Voilà. T'en prends plusieurs? Oui, la bifurcation écologique est-elle possible dans un seul pays? Je crois qu'on a bien compris après ce que tu as dit que dans un système capitaliste, non, on n'y arriverait pas. Donc il faut remettre en cause le modèle capitaliste, d'accord? Mais ça, c'est difficile à faire dans un seul pays, vu justement le niveau de libre-échange qu'il y a partout. Donc c'est peut-être intéressant de se poser les questions sous cet angle précis. Voilà, je pose la question en tout cas.
Oui, bonjour à tous. Oui, Martine, vous avez parlé tout à l'heure de du grand paquebot qui est sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire. Est-ce que la France insoumise continuera effectivement au regard de ce secteur d'activité qui peut paraître important, à produire ce genre de bateau? Et d'une manière générale, je voudrais aborder le problème de la production industrielle. Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions par rapport à ça? Parce que bon, produire industriellement, ça touche des secteurs d'activité qui sont diverses, l'aviation, la voiture individuelle, les déplacements collectifs. Voilà, donc tout ça, c'est quand on parle effectivement qu'on doit diminuer effectivement nos émissions de gaz à effet de serre, sachant que la voiture électrique est prônée comme une solution, mais qu'en contrepartie, pour la produire, il faut dégager beaucoup d'émissions, quoi, en termes de bilan carbone. On va vers où, là? Est-ce que la France a la possibilité de se payer, enfin de s'offrir, pas de se payer, je m'excuse, de s'offrir 35 millions de voitures? Et si c'est pas le cas, comment on fait pour se déplacer, sachant qu'on continuera à développer des énergies, j'ai envie de dire, pas des énergies, des émissions qui sont polluantes et qui sont négatives, j'ai envie de dire. Voilà, merci. Merci. Moi, je me pose des questions par rapport à cette campagne que nous commençons, enfin que nous continuons, disons. Sur l'écologie, justement, j'ai beaucoup apprécié que le deuxième livret soit sur la planification écologique. Et je le sais très bien que c'est vraiment un des thèmes importants de la France insoumise. Mais par contre, je le ressens peu au niveau de ses amphis. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses sur l'écologie que l'année dernière. Le nom choisi, je ne veux pas polémiquer, mais Union populaire, pour moi, c'est voilà, j'aurais souhaité le mot écologie quelque part dedans, parce que comme tu le disais, la France insoumise, eh ben, on ne pense pas tout de suite écologie pour les gens qui ne connaissent pas notre programme. Je sais pas, l'avenir en commun écologiste, ou je sais pas, enfin bon. Mais et ça m'interpelle beaucoup pour la suite, parce que je pense qu'en effet, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons appuyer. Bonjour. Donc je voulais poser déjà une petite question sur un chiffre que vous avez donné sur la question du rôle des gestes individuels. Vous avez parlé de 20-25% de la solution. Je voulais savoir si c'était un chiffre un peu donné comme ça, d'où venait un peu le chiffre. Et là-dessus, des fois j'ai un peu la sensation que dans toute une partie de la gauche, quand on parle d'écologie, surtout à la gauche de la gauche, on veut se distinguer d'une logique individuelle perçue comme libérale, etc. Mais que du coup, et ce qui est important et très important, évidemment, je soutiens totalement un changement au niveau du système, mais que du coup, on va aussi, en fait, des fois, c'est un moyen un peu aussi, j'ai l'impression, une façon un peu confortable de pas trop remettre en question aussi ces comportements individuels. Donc voilà, c'était un peu, je posais un peu une question là-dessus. Et ensuite, moi je suis étudiante et en fait, je trouve que dans nos formations à l'université, on n'a pas tant de cours en fait que ça sur l'écologie, surtout dans des filières un peu plus littéraires, peut-être que les filières un peu plus de sciences naturelles. Et donc là-dessus, je me demandais aussi si sur la question écologique, c'était pas important de revendiquer plus de formation dans l'enseignement secondaire, mais aussi universitaire, sur les questions d'écologie. Voilà, merci. Pardon. Oui, dans l'Oise, à l'issue d'une marche pour le climat, où nous étions bien évidemment présents, il y a un écolo qui a pris la parole. Il a été dans ton sens, Martine. Il nous a effectivement parlé de catastrophe. Il nous a dit qu'il fallait agir de façon urgente et que tous les dispositifs, on dirait, prendraient du temps. Alors il y a une mesure, lui il propose une mesure immédiate. Partout en France, sur toutes les voies, il faut rouler à 80 km/h, quoi.
Bon, moi j'avoue que ça m'affole parce que ça me semble étant une privation entre guillemets de liberté, une privation de déplacement, parce que à 80 km/h je serais pas venu ici, hein, ou alors j'y serais venu alors avec beaucoup de courage en prenant un métro, un train, un vélo, un truc infernal pour moi. Moi ma voiture ça continue à être, moi qui suis un rural, un outil de liberté, et c'est essentiel, et j'imagine pas que alors ce qui me fait poser cette question, c'est qu'il semblait absolument convaincu de sa mesure. Il n'y a pas d'autre mesure, en gros, efficace pour faire chuter, c'est le taux de carbone, hein, c'est ça, que ça, d'infliger à l'ensemble d'une population. Alors, bien sûr, vous avez parlé des pays étrangers. Oui, on serait peut-être les seuls au monde à ce rythme-là. Oui, moi je voudrais rejoindre un petit peu ce que la personne étudiante a dit. Je trouve qu'on manque un petit peu de chiffres, notamment sur ce que provoquent nos efforts individuels. Je la rejoins dans cette espèce de petit mépris que je ressens. Alors je ne parle pas de la France insoumise, mais d'une façon un peu générale, avec l'histoire du colibri, l'histoire de etc. etc. Je suis ici, donc je suis évidemment persuadée que ça passe par un changement politique véritable. Mais en même temps, par exemple, j'ai entendu un chiffre, et je ne sais pas s'il est juste, c'est du coup ma question. Quand on change son alimentation, et donc qu'on va sur une alimentation non carnée, et quel est l'impact en vrai? J'ai entendu parler quand même de 30% de réduction de gaz à effet de serre, et je trouve que c'est pas rien. Et dans la mesure où moi je rencontre autour de moi plein de gens il me semble, s'ils étaient au courant de quelle façon, de quelle façon ils pourraient participer, et à hauteur de combien, quand je fais ça, voilà, ça participe à 10%, quand je fais ça participe à 20%, etc. Je pense que ça pourrait être très très moteur par rapport à un petit découragement de se dire oh là là, je suis une petite larme dans un océan, et ce que je fais, ça sert à rien. Merci. Moi, je voulais savoir, sur les produits qu'on achète, il y a Nutri-Score, enfin, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a un tas de machins dessus. On ne pourrait pas avoir le coût carbone de fabrication? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents, hein, ils ont une patinette électrique, enfin ils ont un tas de trucs, et ils sont contents, ils ont un sentiment de faire bien. Et en fait, si on cherche, s'il y avait le coût CO2 d'achat, peut-être que ce serait un peu... Enfin, on aurait une autre lecture. Je propose de répondre un petit peu, mais je réponds un petit peu, puis on reprendra les questions. Mais ceci étant, dans la salle, vous pouvez aussi répondre, hein, aux questions qui sont posées. Bon, sur les accords de libre-échange, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est évidemment. Alors, ce qu'on peut dire est positif, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays concernés, il y a des luttes. Hein, par exemple, le Mercosur, dans les pays d'Amérique latine, il y a des luttes contre le Mercosur. Donc, c'est vrai qu'arrivé au pouvoir, il y a une possibilité d'alliance avec les réseaux de ces pays pour justement bloquer ce type d'accord, d'autant que quand même les pays se rendent peu à peu compte que finalement ils se font souvent avoir par ces accords, contrairement à ce qui leur a été promis. Donc bon, ce sera une bataille à mener, mais on ne la mènera pas seule, au sens où il y a des luttes dans les pays concernés. Mais c'est vrai que moi je regrette personnellement, moi je suis très branché Amérique latine, je regrette qu'il n'y ait pas plus de coordination contre ces accords, que ce soit le Mercosur ou que soit le CETA. Il y a eu pas mal de batailles en commun, hein, ou d'autres accords. Il y en a un autre qui concerne aussi l'Amérique latine et l'Europe. Bon, alors sur la bifurcation est-elle possible dans un seul pays? C'est marrant parce que ça fait référence au socialisme dans un seul pays à peu près. Voilà. Bon, vieux débat. Il y a des choses faisables.
C'est-à-dire, il y a des choses faisables parce que, d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit, c'est que la France est maîtrise de gaz à effet de serre de manière importante parce que certes, il y a le nucléaire, mais il y a toutes les émissions qu'on appelle les émissions externes. D'ailleurs, toutes les importations, il y a bien eu des émissions de gaz à effet de serre ailleurs. Donc, si on les réintègre dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre concernant la France, le taux d'émissions de gaz à effet de serre de la France est élevé. Bon. Donc non, c'est des bagarres qu'il faut mener partout, quoi. Je veux dire, et en plus, encore plus avec l'urgence. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'y mette. Donc on ne peut pas dire on attend que les autres s'y mettent, parce que si on attend, on est quand même mal parti. En plus, il y a deux aspects dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique et il y a maintenant l'adaptation. On est obligé maintenant de parler d'adaptation aussi, parce que les effets sont déjà là. Donc ça veut dire, par exemple, si on réfléchit par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, en Allemagne cet été, avec les inondations catastrophiques, ça veut dire qu'en France, il faut poser la question de la révision des plans des PPRI, des plans je ne sais plus quoi, de réduction aux inondations. Voilà. Cela, il faudrait que... D'ailleurs, moi, j'ai dit, je vais peut-être... Enfin, s'il y a des élus dans la salle, ce serait bien que vous le proposiez dans le réseau d'élus, qu'il y ait une campagne d'élus de la France Insoumise pour justement dire il faut revoir tous les PPRI, tous les plans de réduction des risques aux inondations. Parce que sinon... Prévention. Parce que sinon, on va se retrouver à un moment donné dans la même situation. Bon, il y a des problèmes d'adaptation, par exemple, par rapport à toutes les zones côtières. Puisqu'on sait qu'avec la montée des mers, il y a, on le voit déjà sur le fameux immeuble qui s'appelait Le Signal, là j'ai vu où, on est déjà obligé de reculer. Donc ça demande de la planification justement. Donc c'est tout ça, ça veut dire que tout l'aspect adaptation, il faut commencer aussi à le mettre en avant. Alors sur le grand paquebot, les chantiers de Saint-Nazaire, oui, la question est très intéressante, parce qu'effectivement on a une contradiction. C'est-à-dire ce grand paquebot, c'est de l'emploi, et en plus je comprends que les gars soient fiers de ce qu'ils ont fait. Il faut, moi c'est ce qui m'avait plu dans ce que disait Jean-Luc au début quand j'ai rejoint, c'est le fait de faire appel à la fierté ouvrière. C'est-à-dire que c'est important. On ne peut pas balancer aux gens « Ah, tu fais des Airbus, l'Airbus c'est polluant, tant pis pour toi ». C'est pas vrai. Mais en même temps, on peut se dire deux choses. Un, c'est que quand quelqu'un... Bon, moi j'ai travaillé dans l'aviation à une époque, j'étais câbleuse. Bon. Quand vous êtes câbleur, quand vous êtes tourneur, quand vous êtes ajusteur et ainsi de suite, c'est une qualification que vous avez. Vous pouvez l'appliquer, vous l'appliquez sur les avions, vous pouvez l'appliquer sur des trains, vous pouvez l'appliquer, bon, ainsi de suite. Donc déjà, ça veut dire une planification de recyclage des personnels, des secteurs que nous voulons voir décroître. C'est-à-dire, effectivement, nous voulons voir décroître le secteur des bateaux de plaisance. Et donc, ça veut dire qu'il faut organiser la reconversion sur autre chose. Alors, on a besoin, dans tout ce qui est le rail, on a besoin dans tout ce qui est transport en ville, dans les communes de la périphérie, on a besoin dans tout ce qui est énergie renouvelable, et ainsi de suite. Mais ça veut dire aussi, et c'est même indépendamment de l'écologie, on pourrait le dire, mais encore plus avec l'écologie, qu'il faut réduire le temps de travail. Puisque la productivité est telle qu'on produit suffisamment, on peut produire suffisamment pour les besoins qui sont les nôtres, ça veut dire qu'il faut réduire d'autant le temps de travail. Justement, le capitalisme, c'est travailler pour produire, quel que soit ce qu'on produit et quelle que soit la façon dont on le fait. Bon, nous, on travaille pour produire ce dont on a besoin. Si on n'a plus besoin, parce qu'on a couvert tous nos besoins, on arrête la production. On ne va pas produire 10 heures de plus de travail par semaine pour des biens dont on n'a pas besoin. Bon. Donc c'est ça aussi qu'il faut constamment, en tant qu'écolo, mettre en avant. C'est-à-dire l'écologie, c'est la reconversion, la bifurcation et la réduction du temps de travail. Parce que, aujourd'hui, vu le développement technique, on a les moyens de travailler moins. Donc ça c'est très important. Mais du coup, il faut avoir effectivement, et c'est de là aussi qu'est intéressant la planification, il faut avoir toute une réflexion pour comment on reconvertit ces secteurs, que ce soit donc les bateaux de croisière, l'aviation, parce qu'effectivement on va diminuer. Moi je dis pas qu'on va supprimer les avions, honnêtement. Mais il faut le diminuer, quoi.
Bon, mais ça doit être fait avec les travailleurs du secteur. D'accord ? Parce que eux, ils maîtrisent l'outil de travail. Hein. Et ils savent ce qu'ils peuvent faire, et ils savent qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça doit être une planification non seulement qui est écologique, mais qui est démocratique. Hein, c'est pas un truc qui tombe du haut avec des sachants qui n'ont jamais bossé en plus sur la chaîne ou dans l'atelier et qui viennent dire ce qu'il faut faire. Donc ça doit être organisé avec les comités de travailleurs du secteur. Bon, puis moi j'ai travaillé à la SNECMA, on avait à l'époque, l'extrême gauche, on avait monté un comité des travailleurs de l'armement pour discuter sur la reconversion de l'armement vers autre chose. Bon, donc c'est des choses comme ça qu'il faut promouvoir. Sur les voitures individuelles, bon, on a un vrai défi parce qu'on dit qu'on va sortir des voitures thermiques, je crois, en 2035. Hein. À titre personnel, je ne devrais pas dire ça, mais enfin, remarque, c'est de la vente, hein, c'est pas de l'utilisation en 2035. Hein. Parce que bon, moi je suis moitié à Paris, moitié en zone rurale. Vu qu'ils ont fermé tous les commerces, ils ont fermé tous les services publics. Moi, les commerces, ils sont à 15 bornes. Je les fais pas en vélo électrique. Hein. Bon, donc il y a un vrai problème. Mais c'est un problème aussi d'aménagement du territoire. Vous voyez, quand on tire un fil, on tire tout le fil. Ça veut dire qu'il faut réinjecter des commerces au plus près des habitants. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir une conception de l'emploi qui ne soit pas des immenses métropoles, hein, qui en plus sont très désagréables à vivre, hein, et qui sont hyper polluantes, bon, et des territoires oubliés. Donc ça veut dire qu'il faut aussi revoir la façon d'aménager le territoire. Vous voyez que ça nous donne du boulot, quoi. Hein. Mais c'est assez fondamental à le faire. Mais et puis donc beaucoup. Alors il faut arrêter avec la fermeture du rail et ainsi de suite. Hein. Vous savez qu'il y a 100 ans où il y avait bien plus de gares et bien plus de lignes que ce qu'il y a maintenant. Hein. Donc voilà. Sur l'écologie peu présente dans ces amphis, il y a quand même plusieurs débats. Hein, franchement. Alors, ils ne sont pas tous classés dans la question écologique. Des fois, ils sont classés... je sais qu'il y en a, l'espace des luttes en fait un. Enfin, c'est des débats qui intègrent l'écologie dans un débat plus large, souvent. Et je crois que c'est un peu notre démarche, c'est-à-dire d'avoir cette vision qui est... bon, il y a le débat sur la planification, demain après-midi, je crois. Bon, il y en a quand même plusieurs. Alors, sur le nom... Bon... Sur le problème des noms, hein, voilà. Bon. Ceci étant, ouais, enfin, bon, voilà, j'ai pas de réponse. Je veux dire, c'est à un moment donné. Alors, sur les gestes individuels, attention, hein, moi je ne méprise pas les gestes individuels. Il faut les gestes individuels. 20-25%, c'est pas un chiffre de la FI, hein, c'est un chiffre des associations, hein, des études. On n'invente rien, nous on reprend beaucoup toutes les études qui sont celles de Greenpeace, celles d'Alternativa, celles excusez-moi, hein, Négawatt, voilà, bon, et ainsi de suite. Hein, donc, ce ne sont jamais des chiffres FI. Hein, ce sont toujours des chiffres qu'on prend à partir des réseaux d'études associatifs qui font toutes ces études. Donc les gestes individuels, oui, il faut les faire, oui, il faut les promouvoir et ainsi de suite. Mais si vous voulez, j'ai expliqué que c'était aussi utilisé comme façon de culpabiliser les gens et de ne pas remettre en cause le système. Moi, c'est ça que je critique dans la façon qui est souvent faite de mettre en avant les gestes individuels. C'est pas qu'il faille pas le faire, c'est la manière dont on nous explique qu'il faut le faire. Hein. Parce que si en plus, quand vous culpabilisez les gens, en général, ça marche pas, quoi. Bon. Donc il faut au contraire expliquer aux gens pourquoi il faut le faire, mais de manière positive, quoi. Hein, s'il faut une écologie positive en soi, vous vivrez mieux. Donc par exemple sur la consommation de viande, oui, il faut consommer moins de viande, il faut arrêter avec l'élevage industriel totalement. Bon, en plus, on a la chance en France d'avoir un pays qui a assez de terre pour pouvoir avoir suffisamment d'élevage extensif pour que ça suffise à une moindre consommation de viande. Mais une consommation de viande pour tous ceux qui veulent consommer de la viande. Bon, moi personnellement, je ne suis pas sur zéro consommation de viande, mais par contre, oui, il faut réduire et drastiquement la consommation de viande, ça c'est vrai. Hein, bon. Et puis, vous avez aussi viande et viande. Vous pouvez, les bovins émettent énormément de gaz à effet du méthane, en l'occurrence d'ailleurs, le poulet en émet moins. Hein. Bon, voilà. Donc ça aussi, il y a aussi du type d'élevage à choisir. Alors sur les formations à l'université, bon,
c'est une bataille, enfin à l'école et à l'université, c'est une bataille, ça a progressé, hein, il y a quand même plus de formation sur l'environnement qu'il y a 20 ans, mais c'est sûr que, notamment en école primaire, en tous les cas au moins, bon, mais c'est sûr qu'il faut continuer. Hein, alors sur rouler à 80 km, désolé, mais oui, ça émet moins de gaz à effet de serre de rouler moins vite, voilà, bien sûr. Bon, hein, donc oui, comme ça émet moins de gaz à effet de serre, le fait de ne pas avoir de clim, même si hélas, ça devient difficile des fois de ne pas avoir de clim. Bon, si vous avez un enfant en bas âge et tout ça, c'est pas évident. Bon. Donc oui, c'est pas une question. La liberté individuelle, c'est quand ça remet pas en cause la possibilité de vivre tous ensemble sur la planète. Hein. Si ta liberté individuelle fait qu'on continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, t'es bien gentil d'avoir ta liberté individuelle, mais tes descendants, à un moment donné, ils vont te maudire d'avoir eu ta liberté individuelle, quoi. Donc non, toute mesure qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mesure individuelle ou mesure collective, est bon à prendre. Voilà, c'est tout. Après, il ne faut pas que ce soit fait de telle manière qu'il y ait de la discrimination. C'est-à-dire que ce soit fait, par exemple, en fonction du niveau de revenu. Tu peux payer, tu peux émettre, tu ne peux pas payer, tu n'émets pas. Ça, on refuse absolument pour nous. C'est pour ça que je dis qu'on est plus souvent pour la réglementation, ou voire l'interdiction, que pour des mesures de taxes. Parce que la mesure de taxe, celui qui peut payer, bon, mais on est pour l'interdiction des SUV, par exemple. Ceci étant, il faut savoir que dans des territoires montagneux, un SUV peut être utile quand même, hein, parce que voilà, un 4x4 quoi, hein, un 4x4. Voilà. Donc il faut aussi faire attention à chaque fois à ne pas raisonner uniquement en termes de grandes villes. Bon. Voilà, ça par contre il faut interdire. Moi je suis pour interdire les 4x4 à Paris. Hein, bon, honnêtement, voilà, et en Ile-de-France, on n'a pas besoin de 4x4, hein, ou à Lyon, ou à Montpellier, ou ainsi de suite. Bon, par contre, quand vous êtes en Corse ou dans les Hautes-Alpes, là, la question est différente. Donc il faut tout le temps, quand vous faites une proposition, il faut faire attention à penser en fonction globale. C'est pour ça que j'insiste beaucoup toujours sur ce global, c'est-à-dire que l'ensemble des situations possibles. Hein, voilà. Qu'est-ce qui restait? Donc sur l'alimentation carnée, alors je ne sais pas si ça réduit de... Je crois que c'est effectivement le chiffre qui est donné, autour de 30%. Hein. Il me semble aussi. Alors sur le coût carbone, même plus globalement sur les budgets carbone, c'est intéressant de calculer le budget carbone à condition de ne pas penser que c'est la seule chose. Je ne dis pas ce que tu as dit, hein, mais c'est parce que ça fait référence à un débat qu'on a dans le livret planification. Parce que il y a le budget carbone, mais il y a aussi la ponction sur les matières non renouvelables et la destruction, de manière, par exemple, la destruction de la terre et ainsi de suite. Donc il faut l'intégrer à un ensemble. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Hein. Oui, mais c'est des vases communicants. Oui, mais par exemple, tu prends une voiture électrique, il y a le budget carbone, mais il y a ce qu'on a dit sur les métaux. Et puis, bon, il y a ensuite, est-ce qu'on peut la démonter, la recycler et ainsi de suite, quoi. Et puis, ce que ça nécessite autour comme infrastructure. Parce que ça nécessite des infrastructures, des routes, des recharges et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il faut faire un bilan global. Le bilan carbone étant un élément du bilan global. Hein, et pour l'alimentation aussi, parce que tu peux avoir quelque chose qui a un bilan carbone faible, mais qui est très polluant, tu vois, ou qui pompe beaucoup d'eau. Donc c'est ça qui n'est pas simple, quoi. Hein, voilà. Donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc il nous reste 10 minutes pour une deuxième volée de questions. Et je vous dis, vous pouvez répondre entre vous aussi. Hein, je ne suis pas la seule à devoir répondre. C'est moi. Oui, par rapport au problème de l'eau, même si ça ne doit pas remplacer toutes les mesures qui sont préconisées par la France insoumise, que nous allons mettre en route puisque nous allons gagner de toute façon l'année prochaine. Oui. J'ai écrit une paire de fois à l'AFI en parlant de projets de désalinisation de l'eau de mer. Parce qu'on sait bien que toutes ces mesures, même si elles sont appliquées l'année prochaine, ne vont pas tout résoudre, y compris au niveau mondial. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose quand même à creuser, sachant que ça ne va pas, bien sûr, remplacer le reste? On est bien d'accord. Merci. Bonjour. Voilà, j'aimerais qu'on arrête de parler de réduction du temps de travail. Je préférerais beaucoup que l'on parle du partage du travail.
Parce que c'est la seule façon de le diminuer, le temps de travail. Ensuite, j'avais un autre besoin important, je n'arrive plus à le formuler. Excusez-moi. Oui, bonjour. On parle beaucoup de la sortie du nucléaire, mais on parle peu, voire pas du tout, de la géothermie. Quelle est la position de France Insoumise sur la géothermie? Voilà, merci bien. Bonjour tout le monde, bonjour Martine. Le sujet du jour, c'est l'écologie politique. Je suis un très modeste élu insoumis, je suis adjoint à la transition écologique dans une ville de 6500 habitants. Donc j'ai défendu nos valeurs durant toute la campagne l'année dernière, on a été élus, c'est formidable. Donc le 4 juillet, premier conseil municipal, je fais déclarer l'état d'urgence climatique, donc c'est formidable, tout le monde est content. Et ensuite, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'on est bien mis à nu en tant que municipalité, puisque en définitive, tout se passe à l'agglomération. Nous, les lois de décentralisation successives pour faire de l'écologie politique en tant que commune nous ont complètement mis à poil. Donc aujourd'hui, la stratégie agricole, c'est l'agglo. La stratégie économique, c'est l'agglo, j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, pour le mandat qui s'annonce, moi tout ce que je peux faire, c'est du fleurissement, du verdissement. Je peux faire un peu de rénovation thermique des bâtiments publics éventuellement. Mais aujourd'hui, pour mener une véritable écologie politique, on a besoin de relocaliser. Donc ma question, c'est la suivante. J'ai beaucoup lu Murray Book, le communalisme des années 70 qui a théorisé l'environnement synthétique, etc. Et dans le communalisme, il y a des valeurs où la France insoumise dans laquelle elle pourrait se retrouver. Parce que le communalisme, c'est ni plus ni moins qu'une relocalisation dont on ne cesse de parler. Et finalement aussi, c'est cette idée de libre association des communes plutôt que de créer des agglos. Travailler sur la libre association des communes pour relocaliser des activités qui pourraient servir les communes centrales et environnantes. Voilà. Donc ma question, c'est selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, administrativement, si demain, si Jean-Luc Mélenchon est élu, demain, est-ce qu'on a les moyens immédiatement, finalement, de pouvoir mettre en œuvre cette écologie politique à laquelle on aspire tous, parce que je pense que administrativement on est très très mal embarqué. Après, il y a la question de la métropole de Lyon, je vois qu'il y a quelques élus du coin ici aussi, métropolisation, etc. Enfin, ce millefeuille administratif ne nous permettra pas demain de mettre en œuvre immédiatement quelques mesures phares qu'on a souhaitées tous ensemble. Voilà. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense du coup qu'on aurait intérêt à lancer le débat dès maintenant, même si le débat est déjà lancé. Mais puisqu'en termes de pertinence, je pense qu'on a le programme, le constat et les solutions les plus aboutis. Et donc il faudrait dès maintenant être à l'initiative, en fait, je pense, de quelque chose... Comme on avait fait par exemple un chiffrage en 2017, faire un chiffrage avec le GIEC, avec les associations et même je dirais transpartisan, puisque c'est à la fois puisque c'est une question universelle, transpartisan et même transcontinentale, donc ça pourrait même être... Alors il y a eu la Convention citoyenne pour le climat et puis il y a... les accords de Paris, mais en fait, je pense que comme ça devrait être un débat permanent et nous devrions être à l'initiative en permanence parce que sur ce terrain-là, j'estime que nous sommes les plus pertinents. Et de même, ça aurait une vertu pédagogique selon moi, puisque ça serait faire triompher les intelligences collectives, l'intelligence collective, et de même que je pense qu'au niveau démocratique, le rapport de la politique de la population à la politique, je pense qu'au-delà de donner un avis, nous en tant qu'insoumis, sur la politique, même si je pense que nous en avons des bons, nous devons incarner le débat, nous devons incarner le renouveau démocratique. Ça doit évidemment pas s'arrêter au débat, parce que Macron a été le champion
du verbiage, sans jamais ne rien faire derrière. Et donc il ne faut pas juste parler, mais bien agir. Mais je pense qu'on aurait intérêt à faire quelque chose qui ressemblerait peut-être au chiffrage qu'on avait fait en 2017, ouvert à un maximum de gens, et qui puisse poser aussi, et à échelle, qui puisse poser la question des accords de libre-échange. Et puis je pense qu'un chiffrage permettrait de partir d'un constat commun, qui permettrait de pondérer, de savoir est-ce qu'on a vraiment, de quoi avons-nous vraiment les moyens écologiquement. Est-ce que c'est la voiture ou l'avion ou aucun des deux. Mais on dispose de suffisamment de données maintenant pour commencer à pondérer. Et à partir de cette pondération, évidemment, l'islamo-gauchisme ne sera pas la priorité, si on arrive à poser un constat qui permet de pondérer et d'hiérarchiser. Merci. Oui. Bon, tout à l'heure, on évoquait le social, l'écologie, Europe. C'est bon là? Oui. Plus bas, la Europe Écologie Les Verts, etc. Bon, ce qu'on peut constater, ce sont des faits. C'est-à-dire que, qui est plus victime des pollutions, des nuisances, de la malbouffe, etc. C'est quand même qui vivent dans des logements indignes et sont exposés à des risques sanitaires, ce sont les pauvres. Qui sont les riverains des usines Seveso, ce sont les pauvres. Qui, vivent auprès de rivières et de sols pollués, ce sont les pauvres. Donc pour moi, l'écologie et la pauvreté, c'est intimement lié dans les priorités d'intervention. C'est d'abord les pauvres qui sont les plus exposés, que ce soit même le risque climatique. On parle plus de risque climatique aujourd'hui. Donc ayons la réalité en face des yeux, c'est quand même eux qui sont prioritaires dans les interventions que nous devons mettre en avant. Maintenant, je rejoins aussi tout à fait monsieur, lorsqu'il parle du temps de travail. Oui, réduire, c'est pas très positif de dire réduire le temps de travail. Moi, j'ai eu la chance d'exercer un travail passionnant et j'ai travaillé beaucoup plus que les 35 heures, voire les 40, tellement mon travail était passionnant. Par contre, si on m'avait dit tu peux partager ton temps de travail parce que le bonheur des uns fait le bonheur des autres, je pense que j'aurais été solidaire et coopératif pour partager ces 32 heures. Vous voyez, donc plus aller vers un partage du temps de travail, dire donner du travail aux autres, c'est aussi les rendre plus heureux comme vous. Hein. Donc partager le travail, c'est aussi partager une qualité de vie, un art de vivre. Voilà. Il y a des gens qui l'avaient demandé là-bas, je ne sais pas si tu auras le temps. Alors, quelqu'un là. Oui, il y avait une personne par ici, je ne sais plus qui c'est. Bon. Tiens, Ouais, excuse-moi, c'était juste pour dire qu'au niveau des agriculteurs, je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire, qu'il y a énormément de travail à faire pour alléger leur partie paperasse, on va dire, qui leur est demandée, et qui, si on veut vraiment avoir une meilleure alimentation, emmener les jeunes vers une alimentation bio, il va vraiment falloir alléger tout ce qui est tous les systèmes qui bloquent de partout. C'est des usines à gaz quand on veut s'installer en agriculture, et ça, je pense qu'il y a un énorme travail, et aussi énormément de travail de communication avec ceux qui sont pour l'instant dans l'agriculture conventionnelle, et parce que sinon on est dans des rapports d'opposition et on n'arrivera à rien. Il faut arriver à discuter avec les fédérations syndicales et arriver à les faire évoluer pour pouvoir avoir une meilleure vie. Voilà, c'est tout. Juste un dernier, peut-être. Ça fait un moment qu'il lève la main aussi. Oui, en 2016, Jean-Luc était entré en campagne avec le quinoa, vous vous rappelez? Oui, c'était pour introduire les protéines végétales, et stratégiquement c'était brillant. Il fallait démystifier les protéines animales qui étaient un carnage pour l'environnement et pour les animaux. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, les protéines animales l'élevage consomme 2/3 des terres de la planète, beaucoup d'eau et pollue énormément. Et si on détruit les élevages industriels, ce qui est une priorité, en même temps ça privilégierait plutôt les paysans, qui travaillent bien plutôt normalement. Et un autre sujet qui est invisible, c'est les océans. C'est les protéines animales, les poissons, par exemple. Et il faut savoir que si on continue la pêche comme on le fait actuellement, l'ONU prévoit que les océans seront vides d'ici 2048. Et il faut savoir que si les océans sont vides, on va mourir avec, parce que les océans produisent de l'oxygène. C'est le premier producteur d'oxygène sur la planète et le premier régulateur du climat.
Donc si eux ils meurent, vous mourrez tous. Et faut le garder en tête. Et la France, c'est le deuxième territoire de la mer, territoire maritime au monde. Donc très très grande responsabilité. Voilà. Un dernier ? Ouais, vas-y, mais court, hein. Bonjour. Alors du coup, juste une petite question qui focus sur le réchauffement climatique. L'ONU prévoit 200 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça ? Merci. Bon, j'ai essayé de répondre très vite. Donc, sur la géothermie, la France insoumise est pour la géothermie. Mais alors, sur les énergies renouvelables, le principe, c'est qu'il faut prendre l'énergie renouvelable qui correspond au secteur. Il y a des endroits où vous avez intérêt à mettre du photovoltaïque, d'autres endroits de l'éolien, d'autres endroits de la géothermie, ainsi de suite. Il y a, ceci étant, un problème avec la géothermie profonde, puisqu'à Strasbourg, ils ont été obligés d'arrêter parce que ça provoquait des séismes. Et bon, et assez important. Hein. Donc voilà, donc il y a un problème de maîtrise, il y a peut-être des endroits où c'est possible, d'autres endroits où ça ne l'est pas. Et c'est plutôt sur de la géothermie de surface ou moyenne, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qu'il faut aller que la géothermie profonde, où finalement l'expérience montre que c'est difficile. Sur le pouvoir des communes, effectivement, c'était le Front de gauche à l'époque, le parti de gauche, on avait fait campagne contre la loi NOTRe, et moi j'ai sur les municipales de 2020, parce que bon, ayant ce pied aussi dans la ruralité, si effectivement il y a eu un taux d'abstention élevé aussi en ruralité, c'était pas seulement le Covid, c'était le fait que effectivement votre maire il n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui. Donc ça c'est un problème, donc il faudra remettre, si Jean-Luc est élu et qu'on a la majorité à l'Assemblée, il faudra remettre en cause la loi NOTRe, mais c'est vrai que c'est un obstacle pour faire un certain nombre de choses. Dans le programme, normalement, bon, c'est à voir. Dernier point sur partage du travail. Alors, je suis désolé, ce sont deux choses complémentaires, mais pas opposées. Il faut globalement réduire le temps de travail. Globalement. Bon, et ensuite, il faut que tout le monde travaille. Donc, on partage le temps de travail. Mais il faut d'abord le réduire, parce qu'on n'aura plus besoin d'autant de temps de travail par rapport aux besoins auxquels on doit répondre en France. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Bon. C'était bon, en tous les cas, merci à vous pour votre écoute. Continuez à vous mobiliser sur ces questions.